Alors, on est parti. Salut Christine qui vient d'arriver. Hello à tout le monde. On a encore un petit peu de monde qui arrive. Et en plus, vous avez bravé le beau temps, les terrasses pour venir là. Ben, je suis bien content. Alors, normalement, on devrait avoir fini avant France-Belgique, hein. Pour les amateurs de football que vous n'êtes pas, vous laisserez quand même aller supporter vos maris qui supporteront peut-être la France ou le Belgique pour les femmes qui ont des maris qui regardent le football ou pour les femmes qui aiment le football. Moi, je suis ni pour la France ni pour la Belgique. Le foot, je m'en fous complètement. Mais j'ai reçu plein de questions et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Moi, j'ai une première question qui m'a vachement plu. Alors, vous savez le principe, hein. Le principe, c'est que je récolte ces questions, je réfléchis pas et je les traite en direct avec vous. Il y a une question qui m'a été envoyée par Zandou. Alors, Zandou, salut, si tu nous regardes, c'est cool. La question était très courte. C'était si l'épuisement est dû au... Alors, si l'épuisement est dû à du harcèlement, point d'interrogation. Cordialement, Zandou. Donc, il faut que je me dépatouille avec ce que Zandou a voulu dire à travers cette question. En gros, est-ce que on peut avoir de l'épuisement à cause d'un harcèlement? Ben, la réponse est oui. Clairement, tu peux être épuisé à cause d'un harcèlement. Pourquoi? Ben, parce que ça te demande énormément d'énergie. Chaque jour, de vouloir faire face à des personnes qui sont là, qui te harcèlent. Alors, il y a différents types de harcèlement, évidemment. J'ai pas de précision sur le harcèlement dont tu me parles. Alors, j'imagine que ça doit être du harcèlement moral ou du harcèlement au travail. Ok. L'une des premières questions qui va se poser, et encore une fois, je vais être très cash quand je donne les réponses, encore une fois, je ne fais pas de langue de bois, c'est est-ce que c'est du vrai harcèlement, c'est-à-dire du harcèlement caractérisé, ou est-ce que c'est une perception de harcèlement? Parce que ça, c'est complètement différent. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes, et je ne dis pas que c'est toi Zandou, hein, je ne connais pas ton histoire, je connais pas, j'ai pas le contexte, j'ai juste deux mots, donc je dois broder avec ça. Il y a certaines personnes, j'en ai eu beaucoup, qui en gros se sentaient parfois harcelées, peur par leur hiérarchie, par une certaine personne, etc. Mais à force de discuter avec elles, je me suis rendu compte d'une chose, c'est pas qu'elles se sentent harcelées, c'est plus qu'elles sont dans un rôle que je dirais de fragilité parce qu'un petit peu victime. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à prendre leur place. Et tu remarqueras généralement, Zandou, que dans une équipe, t'as pas un harceleur universel qui va harceler tout le monde. Tu vois, il va harceler Pierre, il va harceler Martine, mais tu as Jean-Jacques qui est une grande gueule, il se laissera pas faire. Et ben le harceleur ne sera pas un harceleur global, sera un harceleur des deux profils de victimes qui auront l'incapacité de se défendre et de prendre leur place. Alors la première chose qu'on va faire quand on va se sentir harcelé et qu'on n'a pas la capacité de prendre sa place, c'est de se replier sur soi. Un harceleur, c'est quelqu'un qui va déclencher chez nous une peur. Or, quand on a une peur, ce qu'on va faire, en l'occurrence là, ça peut être associé à une peur d'être rejeté, pointé du doigt. Quand on a une peur, qu'est-ce qu'on va faire? La stratégie de l'être humain quand il a une peur, c'est de se sauver immédiatement de cette peur. Et il a deux stratégies. Donc c'est l'évitement, la fuite, ou et la capacité de cette personne-là à demander à quelqu'un de faire à sa place. OK? Donc soit je vais éviter la situation, soit je vais demander à quelqu'un de faire à ma place. Mais quand je suis dans une situation de travail où je ne peux ni éviter ni demander à quelqu'un de faire à ma place, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre sur moi, 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 prendre sur moi. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Ben ouais, quand je prends sur moi, j'explose, je fatigue. J'ai une charge mentale incroyable. Pourquoi? Parce que je laisse l'autre, le harceleur, me définir. Je laisse l'autre, le harceleur, me définir. Si le harceleur me pointe du doigt, t'es pas quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de nul, etc., et qu'à la base, moi, j'ai pas une capacité d'estime de moi, de confiance en moi assez costaud, je vais laisser l'autre pointer le doigt sur moi, et moi, au début, bah, je vais me défendre un petit peu, mais au bout d'un moment, bah, je vais finir par me laisser bouffer. Donc, ça me pète mon énergie et je vais tomber dans des travers qui vont être bah, généralement travailler plus pour gagner plus. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Travailler plus, travailler plus pour prouver à mon harceleur que en fait il a tort. Travailler plus pour prouver à la face du monde que. Mais en fait, ça ne marche pas parce que quand je fais ça, j'alimente un jeu de théâtre un petit peu vicieux entre un bourreau et sa victime. Pour tous ceux que ça peut brancher, je vous invite à regarder de près. Alors peut-être qu'un jour on fera un truc spécial là-dessus, sur le triangle de Karpman, triangle sauveur, bourreau, victime. Je rentre pas dans l'entièreté des détails maintenant, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est assez intéressant. Et souvent, 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 la personne qui va être harcelée,
elle va être victime de son harceleur, mais les deux vont jouer un jeu, les deux vont jouer un rôle. Et l'une des clés à comprendre, c'est que c'est pas au harceleur de s'arrêter, c'est à moi de ne pas me laisser faire. Ah, ça c'est bizarre ça. Je sais que c'est bizarre et je sais que quand je dis ça, les gens disent ah ben non Théo, ça n'aime pas, c'est de la faute du harceleur. Oui, le harceleur est un gros con, Zandou, pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Mais je ne peux pas changer l'autre. La seule chose que je peux changer, c'est moi, ma manière de me défendre par rapport aux autres. Tu vois, quand j'étais petit, moi j'étais petit et j'étais le premier de la classe. Deux bonnes raisons de me faire défoncer à l'école. J'ai eu ce profil où je me faisais défoncer par tout le monde. Tu vois, j'étais petit, je me faisais taper. Jusqu'au jour où j'ai rendu une patate qu'on m'avait donnée. Et je me suis plus fait taper de ce jour-là. C'est ça, en gros, ce que je veux te dire. C'est que on a un profil de harceleur, on a un profil de harcelé, on a un profil de victime. À partir du moment, parce que tu as été poussé, poussé, poussé dans tes retranchements, tu décides de dire stop, eh ben, il va se créer une réaction chez l'autre, chez le harceleur. Alors la réaction, ça peut être que tu peux te faire encore plus emmerder. Ça peut arriver. Ou la réaction, ça peut être OK. Mais à partir de maintenant, j'ai compris que Zandou n'est plus une victime, donc j'arrête de l'emmerder parce que je n'ai plus d'emprise sur elle. OK. Et je voudrais aussi revenir sur un petit truc j'étais en interview tout à l'heure, on m'a demandé, mais Théo, est-ce que les gens en burn-out, ils ont un problème de confiance en eux? Eh bien, à mon sens, on est dans une petite différence ici entre confiance et estime de soi. Les personnes en burn-out, généralement, ne sont pas des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Alors, laissez-moi, avant de me sauter dessus à bras raccourcis, laissez-moi développer mon propos. De toute façon, je coupe les micros. L'idée, c'est de comprendre que une personne en burn-out, très souvent, elle va faire une différence entre la confiance qu'elle a en ses capacités techniques, notamment en professionnelle qu'elle est, elle saura faire le geste, elle saura être une bonne professionnelle, mais elle aura un défaut d'estime d'elle-même, elle aura un défaut d'amour pour elle-même, ce qui fait qu'elle va être définie par le regard des autres, elle va être définie par sa hiérarchie, elle va être définie par sa clientèle, elle va être définie par ses collègues. Bon, une fois qu'elle tombe en burn-out, là, elle peut en plus avoir un défaut de confiance en elle parce qu'elle se dit merde, je ne sais pas si je vais être capable de revenir au niveau. Donc, on va être dans les deux à ce moment-là. Mais la base, c'est un défaut d'estime de soi. C'est un problème d'estime de moi-même. Je n'ai pas été estimé par moi-même. Pourquoi? Je ne vais pas vous la refaire. Vous m'avez entendu mille fois vous le dire. Parce que j'ai mangé dans ma tronche les drivers, soit parfait, soit fort, fait plaisir. Ce sont des personnes qui ont défini en moi le côté je suis pas assez bien pour être aimé, je suis pas assez parfait pour être aimé, je suis pas assez fort pour être aimé, et il faut que je pense d'abord aux autres avant de penser à moi, sinon ça n'ira pas. C'est ça le vrai socle, le vrai terreau du burn-out. Et tout à l'heure, on me posait une question aussi. Dans la même interview, on me dit, mais Théo, dis-nous, à ce moment-là, le burn-out, c'est la faute de qui? C'est plutôt le papa ou la maman qui ont généré ça dans notre enfance? Bon, la personne n'avait rien compris à ce que j'expliquais. Donc, je lui ai repris le lieu tranquillement et je lui ai expliqué qu'en fait, c'est ni papa ni maman, c'est un petit peu les deux. C'est même plus que les deux. C'est, je dirais, une espèce de moyenne pondérée de toutes les figures d'autorité que vous avez cru, que vous avez voulu impressionner quand vous étiez enfant. On va reprendre avec de la psychologie évolutionniste. Détendez-vous, c'est 18 heures, on est fatigué, moi aussi. Je ne vais pas faire de la psychologie évolutionniste qui va vous casser les bonbons. On va en faire de la cool. Imaginez, vous êtes un bébé préhistorique. Imaginez? Cool. Quand vous êtes un bébé préhistorique, vous avez une maman et peut-être un papa préhistorique. On ne sait pas, lui est parti chasser le mammouth, peut-être il s'est fait dégommer à la guerre, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand vous êtes un bébé préhistorique, vous l'aurez peut-être remarqué, bah, vous n'êtes pas fini. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à une vache, bah, quand vous arrivez au monde, vous ne savez pas boire, vous ne savez pas manger, vous ne savez pas vous démerder tout seul, quoi. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous protège. Et ce quelqu'un qui vous protège, généralement, c'est votre maman. Bon, si c'est votre papa, s'il est là, s'il n'est pas parti fricoter avec sa secrétaire, c'est bien aussi. En général, vous avez ce noyau qui va vous protéger. Et le bébé préhistorique, ce qui va déclencher de génération en génération, en génération en génération, c'est le besoin fondamental de devenir un super faillot. Pourquoi? Parce que quand il devient un super faillot, il va maximiser les chances que sa maman ou son papa ou son protecteur au sens large ne l'abandonne pas. Imaginez, vous êtes le 14e bébé préhistorique, maman en a déjà eu 13 avant vous, bon, il y a une glaciation qui arrive, j'ai plus trop de lait, et hop, j'abandonne le bébé. Bah, tous les autres bébés autour, ils font, ouais, c'est chaud quand même. Ils se précipitent sur maman pour devenir des super faillots pour pouvoir avoir la protection de l'adulte.
C'est ce qui fait chez nous, encore à l'âge adulte, ces fameuses peurs de l'abandon. C'est ce qui fait chez nous quand on est enfant dans les années 2000, des années après, que inconsciemment, quand on va arriver au monde, on aura ce logiciel-là. On aura ce logiciel, le protecteur me définit. Le protecteur est celui qui va me faire grandir, me protéger normalement, et faire en sorte que je devienne quelqu'un d'autonome. Bon. Et ce protecteur, ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être tonton Alfred, ça peut être, on s'en fout en fait. C'est chaque figure qui a représenté pour vous cette autorité protectrice. Et ça peut être aussi un prof à un moment ou à un autre. Donc oui, les moments où vous avez internalisé l'idée que je suis pas assez bien pour être aimé, on a chopé le driver soit parfait, on l'a marqué au fer rouge en vous. Mon Dieu, dans la famille, il faut être fort. Ah, si je suis pas fort, si j'exprime mes émotions, je suis pas la famille, je suis rejeté, bref, je suis abandonné, c'est la merde. Donc je garde pour moi mes émotions. Quand vous avez compris, quand vous étiez petit, parce que votre mémère, vous arrêtez pas de vous dire allez, fais plaisir à mamie, mange ta soupe, allez, fais plaisir à ton petit frère, joue avec, allez, fais plaisir à maman, tu vas ranger tes vêtements. Bon, ce que vous avez compris, c'est que vous n'étiez aimé, accepté, validé que si et seulement si vous étiez dans le fait plaisir aux autres. Et c'est ça qui a mis la merde. Alors après, si certains d'entre vous ont déjà fait un petit peu de coaching, vous allez avoir des trucs super tarte à la crème. Vous allez avoir des trucs qui disent, il faut que tu libères ton enfant intérieur. Oui, c'est bien, Michel, il faut que tu libères ton enfant intérieur. Mais enfin, le problème, c'est qu'un enfant intérieur qui est libéré, mais qui est en présence d'un tyran intérieur, eh ben, il va te libérer 2 minutes et puis le tyran intérieur, il va dire, écoute, tu te tais, tu retournes jouer là-bas, quoi. Donc, il faut libérer l'enfant intérieur, c'est bien, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est pas là-dessus que doit se faire le plus gros du travail. Le plus gros du travail est de dégager son putain de tyran intérieur, qui est une espèce de moyenne globale de toutes les figures tyranniques que vous avez perçues dans votre enfance. Donc, c'est pas papa, c'est pas maman, c'est tout le monde en même temps qui ont eu cette figure en vous. Donc, le parent intérieur, c'est cette moyenne de ça aussi, et c'est ça qu'on doit dégommer à travers notamment le recablage des drivers. Tout ça pour revenir à Zandu. Normalement, si tu as eu cette figure qui t'a permis d'apprendre à te protéger, à marquer ton territoire, à dire je veux, j'ai le droit, je vais chercher, non, je donne pas à mon petit frère parce que c'est à mon tour de jouer. Donc, si on t'a appris une forme d'égoïsme dans ton enfance, eh ben, tu as pu grandir avec ça et te protéger. Et te protéger notamment de certains profils type harceleur. Alors, il y en a plein des profils harceleurs, je ne vais pas les détailler ici, mais tu as pu en grosse partie te libérer de ça. Et tu regarderas, tu verras dans une entreprise, il y a des gens qui ne savent pas faire. Il y a des gens qui vont être directement dans la victime parce qu'ils n'ont jamais appris, tu vois. Parfois, ils n'ont jamais appris, non pas parce qu'ils ont eu des parents tyranniques, mais parce qu'ils ont pété dans la soie jusqu'à leurs 20 ans. Ils ont pété dans le coton jusqu'à leurs 20 ans. Oh, le pauvre bébé, mon Dieu, il va avoir mal, il faut surtout pas qu'il ait mal. Mon Dieu, le pauvre bébé, le monde extérieur est trop dur, vite, il faut le protéger. Oui, bah, le pauvre bébé, s'il a jamais appris à se défendre quand il était petit, devinez ce qui va se passer à l'âge adulte. Il va arriver devant un manager qui va dire tu fais ci, tu fais ça, Jean-Jacques. Oh, ah bon, mais moi, on m'a toujours donné du feedback positif, mais je comprends pas. Eh ben, il saura pas non plus se défendre. Donc, la clé, c'est toujours la mesure. La clé, c'est toujours la mesure. La clé, j'allais dire, c'est le feedback positif. La clé, c'est d'être capable de dire à quelqu'un, OK, t'as pas réussi cette fois, mais tu vas réussir la fois prochaine un petit peu mieux. La clé, c'est de s'être confronté suffisamment à des difficultés quand on était petit, encouragé par un adulte ou une figure d'autorité ou des figures d'autorité bienveillantes qui nous ont permis de comprendre qu'on avait le droit de prendre notre place et de se retrouver à l'âge adulte en disant, bah, il n'y a pas de harceleur en fait. Il y a des gens qui ont un problème, qui veulent prendre le pouvoir sur les autres. Ouais, ça peut arriver. Mais moi, en gros, si je sais me défendre, si je sais défendre mon territoire, personne ne viendra m'emmerder, hein. Personne. OK? Zandu, c'était une réponse longue. C'était une réponse complète. Je viens de mettre 15 minutes pour une petite réponse comme ça. Nom de Dieu. Il y en a encore quelques-unes derrière. Allez, je vais pas m'épuiser. Je continue avec vous. Maud, ça roule. Tu es toujours avec moi. Tu peux faire comme ça dans ton casque. Super. Impeccable. Alors, bah oui, je voyais que tu t'endormais, Maud. Attention. On est parti. Karine nous dit Salut Théo, je suis en arrêt depuis 3 mois et demi. J'ai exercé jusqu'à présent le métier de prof dans le secondaire. Une reconversion se profile, ça c'est cool. Mais depuis que j'ai pris cette décision et que j'ai lancé des choses, les insomnies reviennent, et tu m'étonnes. Et je sens que mon niveau de stress remonte. J'ai bien l'impression que ce sont de nouveau mes drivers, sois forte et tu dois faire les choses parfaitement, qui sont toujours à l'œuvre. Pourtant, j'essaye de lâcher prise. Et bah oui. Donc,
comment faire pour vraiment se débarrasser de ces biais de pensée qui me pèsent? Merci de ta réponse et pour ce que tu fais pour nous les épuiser, Karine. Bon, alors, euh, petit pavé dans la mare, on est parti, une fois n'est pas coutume. À mon sens, les chevaux, les bœufs ont été mis avant la charrue chez notre amie Karine. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Moi, j'ai plein de candidats au Quick Change qui viennent et qui nous disent: Ah, mais je vais faire un bilan de compétences et puis je vais savoir me reconvertir et ça ira. Oui, bah non, en fait. Le problème, c'est que si vous changez de métier sans justement travailler sur ces drivers ou ces comportements je suis capable de me protéger vis-à-vis d'un agresseur, d'un harceleur pour revenir sur Zandu, bah, ce qui va se passer, c'est que pendant un moment, ça va être super. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me confronter au réel. Salut Françoise, je ne vais pas me confronter au réel. Ah, je vois juste tes lèvres qui font bonjour. Tu peux te faire comme ça. Je vais me confronter au réel, mais pendant un moment, bah, je vais refaire des études. Pendant que je refais mes études, je suis cool, je suis dans mon coin, je suis peinard. Et si j'étais en burn-out et que je fais mes études, bah, j'ai le temps de me reposer un petit peu, de me manager, etc. De me ménager, pas de me manager. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que peut-être un an après mon burn-out, après avoir refait mes études, bah, il va falloir retourner au turbin. Ouais, mais je suis pas prêt. Parce que, ok, j'ai peut-être trouvé le métier qui m'intéressait, et je vais vous dire peut-être, je mets une nuance là-dessus, j'ouvre un onglet, j'y reviendrai après, mais je suis pas prêt à aller affronter le monde réel. Pourquoi? Parce que dans mon nouveau métier, j'aurai encore le soi parfait qui viendra me critiquer. Et j'aurai peur du regard de mon client. Et j'aurai peur du regard de mes collaborateurs. Et j'aurai peur du regard de mon manager. Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs en faisant un bilan de compétences et en changeant de métier sans avoir d'abord travaillé sur ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une fuite, en fait. Je vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'ai dit, quand un humain a peur, il fait deux choses. Il s'enfuit ou il demande à quelqu'un de faire à ma place. Ici, alors, bien évidemment, je ne connais pas la vie personnelle de Karine, mais au doigt mouillé, j'ai l'énorme impression et peut-être un petit peu d'expérience pour me dire qu'il y avait peut-être une peur de, du regard des autres, peut-être peur de prendre sa place, peut-être peur de tout ça. Et mon inconscient, ma manière de faire, c'est de changer de métier, c'est de m'enfuir, c'est de partir dans un autre truc. Bah, quand je fais ça et que je ne traite pas ma capacité, que je ne traite pas ma peur ou ma phobie du regard des autres, ma phobie sociale, ma capacité à prendre ma place, je vais déplacer le problème en fait. Il va y avoir une période de lune de miel, celle qui est en train d'être vécue pendant que je fais mes études pour me reconvertir, mais dès que je vais arriver dans mon nouveau métier, bah, on va rechuter. On risque de rechuter. Donc, effectivement, la clé, c'est de ne pas commencer par se reconvertir, bilan d'appétence, bilan de compétences. La clé, c'est de faire un travail en profondeur sur soi pour dégommer ces cochonneries de driver. OK? Alors, j'ai ouvert un onglet aussi tout à l'heure avec ces histoires de bilan de compétences et bilan d'appétence. Pourquoi j'aime pas quand les gens ils font ça avant de faire le quick change? Parce que très souvent, le quick change, justement, il va être basé dans son premier tiers sur dégager ces putains de drivers. Regardez, les drivers, c'est quoi? C'est fait plaisir, soit fort, soit parfait. C'est les trois drivers principaux qui nous enquiquinent dans le cas du burn-out. Il y en a d'autres, hein, mais pour l'instant, nous, notre propos, c'est les gens en burn-out. La question que je pose aux personnes qui rentrent dans le quick change, c'est une chose très simple, c'est: et toi, tu es qui, toi? Et ils ne savent pas me répondre à ça. Pourquoi ils ne savent pas me répondre? Parce que pendant des années, 25 ans, 30 ans, 40 ans, en fonction de leur âge, dans leur logiciel interne, c'était: je suis la personne qui fait plaisir aux autres. Je ne suis pas parfaite. Je sais que j'encaisse. Oui, ça, je sais que j'encaisse les coups. Mais je sais que je fais plaisir et moi, je me dépersonnalise totalement. Donc, la première chose à faire avant de faire un bilan de compétences, c'est de se repersonnaliser. C'est la repersonnalisation, elle vient de quoi? Elle vient du moment où j'ai dégommé ces putains de drivers. Parce que même les choix que je pourrais faire à travers des organismes de bilan de compétences seraient toujours des choix teintés de ces drivers-là, tant que je ne les ai pas dégommés. Seraient des choix qui seraient teintés inconsciemment, par exemple, parfois de: je fais plaisir à maman avec ce nouveau métier, je fais plaisir à papa par ce nouveau métier. Si j'ai pas dégommé ces drivers-là avant, le choix de mon prochain métier, ben, j'ai une chance qu'il tombe à côté de la plaque. Donc, effectivement, la première chose à faire, c'est pulvériser ces drivers. C'est la première chose à faire.
Une fois qu'on a pulvérisé les drivers, nous, c'est le chemin dans le quick change. Une fois qu'on a pulvérisé les drivers, là, on se concentre sur, ça c'est le deuxième mois, très bien, maintenant, tu es qui, toi? Tu t'es défini à travers une personnalité pendant des années. Je suis la femme à tout faire, je suis le fils de mes parents, je suis le bon petit cadre, machin. Ok, bah non, t'es pas ça en fait. T'es Françoise. Ah merde, c'est qui Françoise quand c'est pas la fille d'eux, la femme d'eux, la mère d'eux, la professionnelle d'eux? Eh ben, on va le chercher en fait. On va passer du je peux à je veux, en fait. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et on va passer du je peux au je veux en dégommant justement ces drivers-là. En n'ayant plus ce logiciel inconscient qui nous dit oh, mon Dieu, si tu fais ça, c'est pas bien, t'es quelqu'un de mal, t'es quelqu'un de mauvais. Donc, maintenant, pour revenir sur la question de Karine, bon, bah, t'as fait d'abord la bilan de compétences. Ça arrive, c'est OK, c'est comme ça. Comment faire pour dégommer ces drivers? Viens dans le quick change. Je déconne. Bah oui, viens dans le quick change, c'est quand même une bonne idée. Ah, Françoise, c'est une bonne idée. Oui, Françoise, elle fait comme ça. Donc, typiquement, comment on fait? Nous, on va le faire d'une manière qui est simple. Et bah, quand je dis qu'une manière qui est simple, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas chiant, hein. Alors, je vais te le dire, c'est chiant ce qu'on va faire. On va le faire d'une manière simple, mais chiante. Tu sais, c'est comme un médicament. Parfois, c'est parce qu'ils ont un goût dégueulasse qu'ils sont bons. Pas toujours, hein, mais parfois, c'est parce qu'ils ont un goût dégueulasse qu'ils fonctionnent bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur différents trucs. Moi, j'ai rien inventé dans le Quick Change. J'ai expérimenté. Je passe ma vie à le dire. J'ai expérimenté. Et j'ai eu des milliers de personnes que j'ai accompagnées. Et à chaque fois que je me formais dans quelque chose, je testais. Et j'ai fait des merdes, hein. Je vous le dis, il y a des trucs qui marchaient pas du tout, du tout, du tout. Exemple, pendant un moment, j'étais à fond dans l'hypnose. Alors, je faisais de l'hypnose. Et j'étais content. Et je voyais les gens une fois tous les 15 jours. Puis le jour 1, une séance. Le jour 15, ah bah tiens, je vais faire une autre séance. Puis un mois après, bah, je vais encore en faire une autre. Non, ben ça c'est bien, mais ça marche pas en fait, les chouchous. Ça aide, ça soulage, mais c'est un pansement. Et j'aime pas les pansements. Moi, j'aime bien cureter l'abcès, le dégager, même si ça picote, et le remettre un bon coup. Alors, partant de là, j'ai essayé d'autres trucs. J'ai essayé tiens, de l'analyse transactionnelle. J'ai essayé justement de la process com. Et il y a un truc qui m'a branché là-dedans, qui était justement l'idée d'avoir un parent protecteur et un enfant qu'on libère. Le parent protecteur qui va venir défoncer la gueule aux parents tyranniques. Parent tyrannique, si tu as suivi le début de la conférence, qui est la moyenne, etc. Qui va prendre la place parce qu'il va être beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus large que l'espèce de couillon derrière qui nous dit t'es con, t'es moche, t'es nul. Et celui-là, il va entourer le petit de la bonne dose de bienveillance. Et j'insiste, de la bonne dose de bienveillance qui n'est pas de la gentillesse. Un parent doit être bienveillant et pas gentil. Alors Théo, ça va être horrible ce que tu vas dire, mais attention, préparez vos oreilles, c'est parti. Il faut que je fasse une petite incartade sur ce moment-là. La gentillesse versus la bienveillance. Ma fille se casse la gueule en trottinette. Non, elle fait pas de trottinette, en roller. Moi, je ne suis pas un parent gentil. Je suis un parent bienveillant. En tout cas, j'essaye, parfois, quand je suis de bonne humeur. Ma fille se casse la gueule, elle a le genou qui saigne et elle hurle. Papa, viens me chercher, ramène-moi à la maison. Comment ça, je te ramène à la maison? Rien du tout, je te ramène pas à la maison, toi. Qu'est-ce que je vais faire? Si je suis un parent gentil, je lui fais un bisou magique. Oh, ma pauvre chérie, ma pauvre chérie, ma pauvre chérie, je la prends dans mes bras, je la ramène à la maison. Ce jour-là, je lui apprends une chose. Ce jour-là, je lui apprends qu'elle est incapable de faire sans moi. Moi, je vais être un parent bienveillant. Ce que je vais faire, c'est que je vais croire en ma fille beaucoup plus qu'elle ne croit elle-même en elle-même, et je vais lui transmettre ça fois 1000. Ce qui veut dire qu'elle va hurler, je vais m'approcher d'elle de manière très calme, très posée, très souriante. Bien évidemment, je vais lui faire un bisou magique, et je vais la bombarder de je sais que tu vas y arriver, ma chérie. Je sais que tu vas y arriver. Je suis devant toi. Je sais que tu vas y arriver. On va rentrer à deux. Je sais que tu vas y arriver. Et tranquillement, je vais l'amener à se remettre sur ses deux jambes. Et tranquillement, je vais la bombarder de feedback positif jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison où je lui dirai bravo, ma chérie, t'as vu, t'as réussi toute seule. Parce que de la même manière que quand je coach les gens, j'ai pas envie qu'ils deviennent dépendants de moi et qu'on fasse 20 ans de psychanalyse et de toute façon, vous étiez tout amoureux de votre papa ou de vos mamans en fonction de si vous êtes un garçon ou une fille, bande de petits cochons. Moi, j'ai envie que les gens sentent libres, forts, seuls. OK? Et quand je reviens à l'histoire du parent-enfant, c'est ça que je veux transmettre à l'enfant intérieur.
C'est l'idée de se dire, moi, je suis qu'un tuteur, en fait. Un jour, tu seras suffisamment costaud pour être un tronc et moi, je me barre. C'est ça que je veux. Je veux pas que tu deviennes dépendant de moi, parent, ma fille. Je veux pas que tu deviennes dépendant de moi, mon coaché, en tant que coach. Je veux pas que tu deviennes dépendant de moi, mon enfant, moi, en étant parent. OK? Et ça, comment je vais le faire? Bah, je vais le faire à travers pas une, pas deux, pas trois, mais plein de séances d'auto-hypnose que je vais apprendre aux gens et je vais leur apprendre à faire ça régulièrement, 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 régulièrement. Jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a des automatismes qui se créent dans la tête des gens. Et en plus de ça, on va en remettre une couche. Parce que être le plus beau gosse dans sa salle de bain, ça sert à rien. Il faut aussi se confronter à la vie de tous les jours. On va amener les personnes qu'on accompagne à se confronter justement à des moments où leur driver pouvait cogner, mais cette fois-ci avec le nouveau logiciel à l'intérieur. Et quand on a comme ça, on a sur un chemin de progression, on a des personnes qui changent, dont leur cerveau n'est plus en train de leur dire t'es qu'une merde, t'es nul à tout bout de champ. Un matin, ils se disent plus tiens, je suis nul. Ils se disent ah, j'ai remarqué que j'étais bienveillant avec moi, super, bravo, bisous, le chemin a été changé. Et tous les jours dans leur vie, ils ont concrétisé ça par des actes. OK? Je vous donne une métaphore pour vous montrer un petit peu la différence entre une séance d'hypnose ponctuelle que vous faites par-ci par-là qui sert à que dalle ou 1000 séances de la même hypnose. C'est Bruce Lee qui disait ça, hein. Moi, j'ai pas peur d'un mec qui a fait 10 000 fois 10 000 coups de pied différents. Moi, j'ai peur du mec qui a fait 10 000 fois un même coup de pied. Parce qu'il a un niveau de maîtrise dans ce truc-là qui est beaucoup plus costaud. Traduit dans une métaphore que je vais vous donner, si vous avez une pelouse et que cette pelouse, vous l'empruntez dans tous les sens, bah, l'herbe, vous la couchez, elle se relève. Si tous les jours, vous passez par le même endroit, l'herbe, elle va d'abord se coucher, puis elle va disparaître, puis vous allez creuser un sillon de plus en plus profond, de plus en plus large, de plus en plus vivant. Non, de plus en plus dur ce sillon, de plus en plus présent ce sillon. Bah, c'est un peu ce qui se passe au niveau de votre cerveau. Si je fais une séance d'hypnose, puis une autre, puis une dernière, puis machin, je crée plein de sillons différents, mais l'herbe, elle repousse du même endroit. Alors que si je creuse, 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 bah, au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle les automatismes qui vont se créer. Voilà. Voilà, Karina, pour la réponse complète. J'essaye de faire court, hein, mais j'arrive pas. Je suis surexcité de vous retrouver, en fait. Allez, on continue. Laurence Lolo, comment choisir un job qui nous convienne, tant en horaire qu'en type de travail, pour éviter de retomber dans le burn-out? Super, ça c'est une question qui me plaît. Parce que c'est une question qui rebondit un petit peu sur la question de Karine. Est-ce que déjà, tu as fait un vrai travail sur toi, tes drivers? Il y a des boulots qui sont des boulots qui nous plaisent. Il y a des boulots qui nous plaisent pas. Et alors, Théo, dans lequel des deux boulots on fait le plus de burn-out? Dans ceux qui nous plaisent ou dans ceux qui nous plaisent pas? Eh ben, les deux, mon capitaine. Il y a des gens qui adorent tellement leur boulot que ils vont tomber en burn-out parce qu'ils passent leur temps à vivre de leur boulot, à penser à leur boulot, à dormir dans leur boulot. Ils ne sont que là-dedans, 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 là-dedans. Et puis l'inverse, hein. Bon, ça c'est plus facile à comprendre. Il y a des boulots qu'on n'aime pas et qui nous fatiguent. Bon, pour comprendre déjà, faut se souvenir que c'est toujours mieux quand même d'avoir un boulot dans lequel on se sent mieux. Vous connaissez probablement ce proverbe qu'à chaque fois je me merdouille quand je veux le dire, c'est trouve un boulot que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression d'aller travailler. Oh, je l'ai à peu près bien sorti. Bon, je vais le nuancer vraiment, hein, parce que un boulot que vous appréciez, si vous êtes à fond les ballons parce que vous n'avez pas appris à faire un truc que je vais vous expliquer après, vous allez droit dans le mur. Donc peu importe la quantité d'heures, le truc, le machin, non, c'est pas une question de quantité d'heures. C'est une question d'équilibre. C'est ça le mot magique. C'est une question d'équilibre. Et si vous avez vu le webinar, vous m'avez vu en parler à un moment ou à un autre. Pour ceux qui n'ont pas vu le webinar, vous allez sur Instagram, dans ma bio, vous avez un lien et vous avez le webinar qui vous parle d'un outil magique que j'ai baptisé avec un nom très cucul la praline, la roue du bonheur. La roue du bonheur, il y a... Alors, ça prend un petit moment pour l'expliquer, donc je vais essayer de le faire synthétique. Le mode d'emploi de la roue du bonheur, c'est un petit peu plus long, mais je vais vous l'expliquer de manière un petit peu synthétique. Les gens vont tomber en burn-out très souvent parce qu'ils vont déséquilibrer cette roue. On a 5 composantes qui vont générer en nous ce que j'appelle le bonheur, appelez ça l'équilibre, appelez ça comme vous voulez. Ces 5 composantes, c'est quoi? C'est évidemment la vie professionnelle. C'est la vie de famille. C'est la vie sociale
c'est la vie de couple. Et vous avez remarqué que j'ai pas mis la vie de couple dans la vie de famille. Je fais ce que je veux. Et enfin, la vie personnelle. Alors, très souvent, une personne en burn-out, la vie personnelle, elle ne sait plus ce que c'est. En gros, quand tu lui dis, mais t'es qui, toi, quand t'es pas secrétaire de direction? Hop, hop. Et t'es qui quand t'es pas une maman? Je sais plus, je sais pas. Vous vous souvenez, la dépersonnalisation, j'en ai parlé un tout petit peu au début du webinaire. Bon, cool. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est déjà de découvrir qui vous êtes. Pour ça, on dégage les drivers et on arrive dans le deuxième mois du Quick Change. Découvrir, travailler, maximiser la découverte de soi, la repersonnalisation. OK. C'est la première partie de la roue de l'équilibre. Ensuite, ben, même si tu kiffes ton boulot, même si tu kiffes ton boulot, il faut se souvenir que tu as une famille, tu as un couple et tu as des potes. Et on va inclure à l'intérieur de nos agendas, grâce à un outil qu'on a dans le deuxième mois aussi, qu'on appelle l'agenda Pareto, la manière d'inclure tous nos 5 domaines de vie d'une manière à ne pas se sentir submergé à la fin de la semaine par toutes les activités, dans des proportions qui nous font kiffer, indépendamment du boulot. On va mettre le perso, le social, le couple et la famille. OK? Ça, on va créer non pas des temps de quantité, mais on va créer des temps de qualité. Parce que c'est ça qui va être beaucoup plus important au niveau de nos ressentis. Ça va nous éviter de tomber dans le déséquilibre, cette roue du bonheur, parce que justement, cette roue du bonheur, on va lui mettre de la data dessus. On va avoir un outil qui va être concret, qui va être précis, qui va nous accompagner pendant des semaines, où chaque semaine, on va voir les endroits où il y a des déséquilibres et les mesures correctrices à apporter à ça, pour pouvoir justement avoir un bonheur réel, bonheur solide, et pas juste un bonheur de surface. C'est quoi un bonheur de surface? C'est une personne qui cartonne dans son boulot et elle n'a plus rien à côté. Sa vie de famille, elle est pourrie, elle voit plus ses potes. Lui, il est plus personne parce que c'est que son boulot, et sa vie de couple, c'est Walou. Le jour où dans son boulot, ça déconne, il est content, hein. Mais le jour où dans son boulot, ça déconne, il regarde autour de lui, il n'y a plus personne. Ça, c'est souvent le syndrome des dirigeants d'entreprise qui arrivent à la retraite. Vous savez? Ah, ils ont tout donné à leur boîte, hein. Ils ont tout donné dans leur boîte. Et puis, d'un jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus. Sa femme, on l'a pas vue depuis un petit moment parce qu'on était à l'entreprise. Les enfants ont grandi. Ils sont où? Ils sont plus à la maison. Ah, je pensais qu'il avait 13 ans, le petit dernier. Non, non, il en a 39. Ah, d'accord. Tu vois, et c'est ça qui va apparaître où à un moment donné, il n'y a plus rien. Et là, je peux tomber dans une forme de burn-out ou de dépression très souvent chez ces personnes-là. Donc, on va équilibrer cette roue et faire en sorte, chaque semaine, d'avoir de la data fraîche pour dire, OK, concrètement, cette semaine, il y a quoi à faire pour améliorer? OK, et qu'est-ce que je peux faire dans tel domaine de vie? Et on a des règles justement d'amélioration de cette roue pour éviter de péter un plomb. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, je m'occupe justement d'un dirigeant de boîte. Le gars, il a une boîte de 250 personnes, il est dans le sud de la France. Et Laurent, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Et Laurent, il avait une roue d'équilibre complètement déséquilibrée. Il passait beaucoup, 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 beaucoup de temps au travail. Et la semaine d'après, je lui dis alors Laurent, raconte-moi ta roue de l'équilibre, c'est comment? Putain, Théo, c'est génial. Oui, j'essaye de faire l'accent de Castres. Putain, Théo, c'est génial. J'ai passé du temps avec ma femme, on est sorti 3 fois au restaurant, j'ai amené les enfants au rugby, c'était super. On a fait les copains, on a fait 2 golfs. Et puis moi, je suis allé faire du golf aussi, c'était super, c'était génial. Laurent, comment tu te sens? Putain, je suis crevé. Eh ben oui, là, eh ben oui, tu m'étonnes. La roue de l'équilibre, il y a des règles pour la rééquilibrer. On la rééquilibre pas comme un sagouin comme ça, comme étant un bourrin. On y va tranquille. Ok? On commence toujours, toujours, toujours par son personnel. La première chose que tu devrais faire, alors je te le dis hein, clairement ici, c'est, Laurence, travailler ou découvrir qui tu es quand tu n'as pas ces injonctions de l'enfance de sois fort, sois parfait et fais plaisir. À partir de ça, tu vas inclure dans ton agenda des moments à toi. Le reste, tu le mettras après. Le pro, tu le mettras après. OK? Voilà pour cette réponse. Une petite page de publicité. Non, je déconne. Une petite seconde. J'ai la porte qui sonne. J'arrive tout de suite. Hop, comme Belmondo, je fais mes cascades tout seul. Ça va, je vous ai pas trop manqué? Même pas eu le temps de faire un petit pipi, vous avez vu? Hop là. Alors, on continue avec la question
de Bibi Bibi. Eh ben, je ne sais pas qui m'a posé cette question. Si, je sais. C'est mon pote Benoît. Alors, je vais vous lire la question de Benoît. Elle est imagée. J'aime beaucoup les questions de Benoît, parce que c'est toujours un peu imagé comme ça. On est parti. Coucou Théo, j'ai toujours des questions. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Je crois que ma vie tout entière est une question. Trêve de plaisanterie, voici. Je suis actuellement dans une période où le Cap Horn professionnel est un peu derrière moi. Ma vie professionnelle habituelle, c'est le Cap Horn en permanence. Là, le bateau est sorti de sa tempête. Il y a de la casse. Quelques morceaux de bois qui traînent, l'une ou l'autre voile est déchirée. L'embarcation flotte encore, par quel mystère? Mystère justement. Or, c'est là. Tout est délicieusement calme, agréable, presque. J'exagère un peu. Je te précise que j'ai essayé de changer de job. 3 à 4 candidatures, mais pas d'aboutissement. Avec cette question déjà posée, mais qui voudrait d'un vieux rafio qui flotte à peine encore? Bon, quand vous me voyez prendre un petit peu de temps pour lire, c'est que vous voyez déjà que je vois deux, trois petits trucs, hein. Et la perspective de la reprise, la rentrée où il faudra encore plus turbiner que d'habitude, où ce sera encore plus compliqué et complexe que ça ne l'a été. Devant ça, je suis démuni, préoccupé. Là, c'est un peu calme. Simplement, survivrai-je à la prochaine activité de la mer? Je reste dans des images. Tu m'as compris, je pense. Je pense que, comme dirait l'autre, je vous ai compris. En tout cas, j'aime bien les métaphores parce que c'est super imagé. Benoît, il a traversé une période de tempête. Bon. Et il nous dit, et tu vas voir, je vais reprendre une métaphore. Je vais reprendre une métaphore, ça va vous parler. Je suis content parce que je viens de trouver un truc qui est pas trop con pour une fois. Donc je pense que ça pourra vous le faire. Benoît vient de traverser une tempête. Il nous dit, voilà, j'ai des voiles qui sont déchirées, j'ai des bouts de bois qui sont éclatés. Il nous dit aussi une chose qui, moi, me touche. Il me dit, je suis un vieux rafio. Je suis un vieux rafio tout cassé, tout pourri. Et j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça, en fait. Ici, vous vous souvenez, quand je parlais d'estime de soi au début, on a typiquement, dans la manière de rédiger le message, l'image de j'ai cette estime de moi qui suis quelqu'un de tout cassé, tout vieux, tout moche. OK? Bon. Il y a aussi des choses qui sont euh, assez intéressantes, qui sont l'angoisse du calme. L'angoisse du calme, c'est-à-dire tout va, mon Dieu, c'est calme pour l'instant, c'est limite flippant parce que ça va recommencer. Bon. Déjà, ces deux choses-là me plaisent. La première, l'angoisse du calme, c'est quoi? Quand vous avez passé des semaines, vous avez remarqué ça, des semaines, des années, des mois, à serrer les dents et que d'un coup, ça se détend. Il y a une partie de vous qui s'appelle votre cerveau qui se dit, c'est pas normal, il y a un truc qui est couillon. Il y a un truc, je vais me faire avoir d'un moment à un autre. Ça vous est déjà arrivé ce genre de truc? C'est pas normal, il va m'arriver une couille. C'est trop bien, c'est trop calme. Bon, c'est normal. Première chose à comprendre, c'est quoi? C'est que notre cerveau est fait pour anticiper, et notamment anticiper le négatif. Encore une fois, nous, on est dans des stratégies de survie. On est des hommes préhistoriques, hein. On est, bon, on a perdu quelques poils, un peu plus pour certains que d'autres. On voit les chauves dans la salle, mais on est des hommes préhistoriques à peine évolués. Ce qui veut dire une chose, qui veut dire qu'on a dans notre cerveau archaïque des automatismes qui sont par exemple d'anticiper l'endroit d'où va arriver le mauvais coup, plutôt que de kiffer les coquelicots et les pâquerettes qui sont dans la nature. L'art de la contemplation, etc., c'est bien, c'est marrant, c'est New Age, c'est tout ce que vous voulez, mais notre cerveau, il n'est pas foutu comme ça. Notre cerveau, il est foutu pour voir le mauvais coup arriver. Donc, limite, tu vas finir par ressentir euh, plus de tranquillité dans la tempête que dans le calme. Parce que dans le calme, justement, ta machine à angoisser, ta machine à anticiper, ta machine à te créer des films d'horreur va foutre le bordel, en fait. Vous voyez le truc? Ça vous parle, ça? Good. Donc, l'une des premières choses à faire ici, c'est de se dire que la vie, c'est pas tempête ou calme. La vie, c'est tempête et calme. La vie, c'est pas hiver ou été, c'est hiver et été. Bon, pour ceux qui habitent en France, on cherche l'été, mais en gros, le phénomène, les phénomènes sont cycliques. Les phénomènes sont cycliques. On a toujours une saison qui en chasse une autre. On a toujours les nuages qui vont être chassés pour obtenir derrière le soleil. Et donc, effectivement, la sérénité est peut-être déjà de réunir ces deux éléments en se disant, ah ouais, parfois il y a des moments de turbulence, parfois il y a des moments de calme, et moi, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je peux faire?
Alors, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je peux faire déjà? C'est kiffer le process, kiffer le moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'apprenais à discipliner mon cerveau, si jamais j'apprenais non plus à anticiper l'avenir, parce que je répète, mon cerveau est fait pour anticiper la merde, mon cerveau est fait pour voir arriver le danger plutôt que le bisounours qui vient me faire un bisou, c'est une stratégie de survie. Ce qui va se passer, c'est que je discipline mon cerveau, je vais rester dans le présent. Et effectivement, si je reste dans le présent, bah, je peux profiter du calme sans me dire demain, ça sera la merde. Donc, je ne permets pas à mon cerveau de générer l'angoisse qu'il génère autrement si je ne le discipline pas. Bien. Premièrement, apprendre à discipliner mon cerveau. Alors, il y a plein de techniques, hein. Méditation, méditation pleine conscience, méditation sur des éléments, sur les marches méditatives, tout ce que vous voulez. Il y a plein de techniques pour discipliner son cerveau. Plein. Nous, on a fabriqué le Stop It parce qu'on a trouvé que ça fonctionnait super bien. Deuxième chose, mon image de moi, Benoît. Je suis un vieux rafio. Non, t'es pas un vieux rafio. Pour l'instant, Benoît, tu as une cinquantaine d'années. Crois-moi, si demain, là, tu rencontrais un mec de 99 ans, tout cassé, tout vieux, tout pourri, qui se retournait vers toi et qui te disait Tu sais comment je m'appelle? Je m'appelle Benoît et demain, je vais crever. T'as 58 ans, mon pote. Je t'interdis de te dire que t'es vieux. Moi, je suis vieux. Moi, demain, j'ai plus le choix. Moi, demain, je vais finir. C'est fini ma vie. Toi, là, à 58 ans, mais t'es un gamin, mon pote. T'es un gamin à côté de moi. Et donc, il faut pouvoir avoir cette capacité de se mettre à distance pour relativiser. Je sais que je provoque un petit peu, Benoît, mais ça va te parler. Parce que ton image de toi, celle que tu as, c'est la manière avec laquelle tu continues à te tyranniser toi-même. Tu vois, ah, Benoît est là, super, ça me fait plaisir. Donc, ici, maintenant, c'est OK, j'ai certaines failles, j'ai certaines douleurs. Bien sûr, je suis plus fringant comme quand j'avais 20 ans, mais aujourd'hui, par rapport au gars que je serai quand j'aurai 100 ans, bah, j'ai encore plein de capacités. Et la dernière chose par rapport à ça, c'est de se souvenir d'une chose. Là, tu vas voir que je sais que personnellement, ça va te toucher. Je sais, alors pour la petite anecdote, Benoît, on se connaît un petit peu. J'ai eu le plaisir de l'avoir au téléphone et c'est quelqu'un que je trouve très touchant. Je vais reprendre la métaphore dont tu parlais, la métaphore du bateau. Un bateau dans une tempête, c'est bien, mais regarde, les bateaux qui sont faits pour ne pas se détruire, c'est les bateaux de rafting que tu vas mettre dans tous les sens, que tu vas envoyer dans des courants, que tu vas jeter contre des rochers, que tu vas massacrer, le bateau, il va sortir de là, comment? En pleine forme. Pourquoi les bateaux de rafting? Parce qu'ils ont une forme de souplesse. Ils ont une capacité à go with the flow. C'est calme, c'est calme. C'est bourrin. Ok, moi je ne prends pas le choc sur moi parce que je ne suis pas rigide. Je le prends, je l'absorbe et je le laisse partir. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à ma manageuse. Ça appartient à mon client. Ça appartient à. C'est ça le lâcher prise. C'est cette capacité d'avoir de la souplesse. C'est pas la capacité à être rigide, à être dans le soif, soit fort, ceux qui ont suivi les drivers. C'est la capacité à être au contraire mou comme un rafting. C'est ce rafting, c'est ce bateau de rafting dans sa capacité à être mou qui va se déformer, onduler et se dire, OK, bah, le choc, il est venu, il est parti en fait. Si moi je suis fort, salut Malika, si moi je suis fort, si moi j'encaisse, si moi je dis rien, si moi je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi et je résiste, ah là je vais péter mon bateau. Si moi je prends, je souffle. Si moi j'apprends à laisser couler ça sur moi, là, je suis un bateau de rafting et je me laisse plus éclater et je laisse plus des bouts de bois un peu partout. Ok. Donc, capacité à prendre ma place, capacité à me faire des douches cérébrales, des douches mentales, on appelle ça, des douches mentales pour se dire, bah ouais, ok, ce qui est arrivé dans mon boulot, ça arrive dans mon boulot, mais j'ai une vie aussi à côté et c'est cool. Capacité à contrôler ses pensées, tout ça fait que je transforme mon, allez, je vais te provoquer, je transforme mon rafio, un beau bateau quand même, mais je transforme mon rafio en un bateau de rafting. Et je vais aller comme ça, go with the flow, je vais aller avec la souplesse affronter ce qui m'arrive. Parce que la vie, elle est comme ça. Parce que dans une rivière, vous allez avoir des moments de calme, des moments de tranquillité et des moments de rapide. Vous allez avoir des rochers, comme vous allez avoir une onde qui va être très douce aussi parfois. OK? Alors, on continue. Je suis un fou aujourd'hui, hein. Geneviève,
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Geneviève? Je crois que c'est un mal-être profond qui nous prive de l'énergie vitale, de la pulsion de vie. Oui, c'est très mortifère et il faut du temps pour renaître. Alors, oui, en effet. Je vois pas de question, Geneviève, mais je pense que j'ai compris un petit peu. Le burn-out, tout à l'heure, bon, quand on m'a interviewé là, je suis une personne qui me dit oui, le burn-out, maladie psychologique, maladie machin. J'ai dit ah, stop, alors on arrête les conneries. C'est avant toute chose, avant de devenir psychologique, une maladie physiologique, le burn-out. Bon. Donc, je ne vais pas vous en papaouter avec ça, parce que les hormones, c'est cool, mais les cours, c'est un peu casse-pied. En gros, vous avez en partie défoncé votre système hormonal. Je vais la faire très courte. Je ne vais pas ramener ma science. Vous avez défoncé votre système hormonal, donc vous avez défoncé en grosse partie aussi certains tissus que vous pouviez avoir. Est-ce que c'est réversible? En grosse partie, oui, mon capitaine. Est-ce que ça prend du temps? Oui, mon capitaine. Je suis toujours dans le bateau là, vous avez vu? Maintenant, combien de temps ça va prendre? Ça dépend de chacun, ça dépend de la physiologie de chacun, ça dépend de ce que vous bouffez, ça dépend de ce que vous mettez dans votre tête, ça dépend de votre rythme, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre physiologie. On n'est pas tous égaux devant la physiologie. OK? Alors maintenant, effectivement, c'est clair que ça vous pompe votre énergie. Et que ça vous pompe de votre énergie, vous aurez remarqué un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, je ne suis pas patient. Et vous savez quoi? Quand je suis fatigué, je suis encore moins patient. Alors imaginez, vous, quand vous êtes fatigué parce que vous êtes au burn-out, parce que vous êtes au bord de l'épuisement physiologique, donc physique, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre morale? Bah, il n'y a plus la force non plus de se relever. Il n'y a plus la force d'aller se dire, allez, je vais me battre. Et je vais vous amener à un point qui m'intéresse drôlement. On avait ce matin avec l'équipe un petit débat qui était parfois les gens, avant de venir chez nous, dans le Quick Change, on est parfois un peu obligé de leur mettre un petit coup de pied au cul. Leur dire hey, c'est bon là, prends soin de toi là, vraiment. On a des gens qui viennent nous voir en nous disant mais nous, faut qu'on me brusque un petit peu, moi, pour pouvoir avancer. Et bien justement, on va apprendre la douceur envers soi-même. On va apprendre que dans ce moment d'épuisement, ça sert à rien de vouloir en faire des caisses. Ça sert à rien de vouloir se remettre sur ses deux pattes quand vous êtes à quatre pattes. Profitez du moment d'être à quatre pattes. Profitez du moment d'être à quatre pattes. Ça fait combien de temps que ça vous est pas arrivé? Allez. Ça fait un petit moment que vous êtes fracassé, épuisé. Votre driver soit fort, vous a dit non, non, t'inquiète, toi ça va, tu peux encaisser. Votre corps, à un moment donné, il a débranché la prise. C'est le moment de se reposer. C'est le moment de se dire ok, je suis pas en forme. Je ne vais pas inventer que je vais bien, je ne vais pas retrouver tout de suite ma capacité de concentration, je ne vais pas être capable tout de suite de retenir peut-être même un discours intelligible. Pour l'instant, je suis fracasse. Est-ce que ça va durer? Non, ça ne va pas durer. Ça durera une durée variable en fonction de ces paramètres que je vous expliquais tout à l'heure. Votre âge, votre alimentation, votre physiologie personnelle, vos capacités sportives, j'allais dire que vous aviez aussi à une époque, peut-être encore maintenant, tout ça va rentrer en ligne de compte. Et puis ce temps que vous avez, c'est du temps où vous rechargez un petit peu votre énergie. Vous êtes dans le rouge, on va commencer à se remettre sur pattes et commencer à travailler, mais travailler cool. Quand je dis travailler, je ne devrais pas dire ça. On va commencer à apprendre à contrôler son cerveau. C'est par ça qu'on commence chez nous. Non pas quand je serai dans le rouge, mais quand je serai dans le orange qui tire vers le jaune. Avant ça, foutez-vous la paix, bordel. Dormez, glandez et arrêtez de vous maltraiter. Vous êtes dans un moment où votre corps a dit stop, la prise est débranchée, c'est pas le moment de vouloir forcer. Foutez-vous la paix, une bonne fois pour toutes. Comme dirait mon pote Fabrice Midal, foutez-vous la paix. Quand vous serez dans le orange qui tire vers le jaune, là, on commencera l'accompagnement. Là, on vous montrera comment reprendre contrôle de vos drivers. Là, Mais si vous êtes trop fracasse, foutez-vous la paix. C'est la seule chose à faire. Il n'y a pas à culpabiliser. Si vous êtes en burn-out, c'est que vous êtes plus fort que la population moyenne. C'est justement pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous avez ce driver soit fort qui vous a fait dire je dis rien, je serre les dents, je l'encaisse. C'est parce que, au lieu d'être un rafting, vous avez été un rafio qui était en boîte et comme ça, qui encaissait le choc et bim, qui pète.
C'est ça le driver soit fort. Donc, c'est justement parce que vous êtes costaud que vous êtes là. Là, foutez-vous la paix. Vous reviendrez plus fort en découvrant la souplesse, justement. Et une fois qu'on aura ça, on reprendra petit à petit goût à la vie. On équilibrera sa roue du bonheur pour ne pas avoir un bonheur au doigt mouillé parce que les circonstances extérieures sont bien et que mon manager il est gentil avec moi, mais parce qu'on a créé ce truc-là, parce qu'on a appris à se défendre, parce qu'on a appris à prendre sa place, parce qu'on a appris à dire non, à dire oui, à dire merde. Parce qu'on aura appris aussi à gérer notre temps. C'est une composante super importante, ça, dans le burn-out. Et alors, pareil, je vais vous le dire parce que ça me saoule. Il y a des gens, quand vous êtes en burn-out, ils vont vous vendre des méthodes pour gérer votre temps. Ah, vous allez apprendre. Alors, vous allez apprendre une technique de gestion du temps. Vous allez apprendre. Allez, non, il y en a plein. Vous allez apprendre. Allez, la méthode Zen to Done, par exemple. On va vous former à la méthode Zen to Done. Alors, vous êtes content, vous êtes formé, vous allez prendre combien? Entre 800 et 1000 euros pour vous former à la méthode Zen to Done. Vous êtes content. Peut-être même c'est votre patron qui va vous payer cette méthode-là. Mais putain, ça sert à rien si vous avez toujours ces drivers. Si vous avez le driver soit parfait et qu'on vous apprend les techniques de gestion du temps, ça va bugger. Parce que toutes les techniques de gestion du temps sont basées sur quasiment toutes les mêmes choses. C'est faire très bien plutôt que de faire parfait. Vous voyez où est le bug? Tant que vous avez votre driver soit parfait, oui, oui, en théorie, je connais, je sais ce qu'il faut faire pour gérer mon temps, mais j'y arrive pas. Parce qu'il y a un truc en moi qui bloque. Et ce truc qui bloque, c'est mon driver. Donc, la technique, les techniques, on s'en fout. Les techniques de gestion du temps vont marcher si et seulement si j'ai dégagé mes drivers avant. Parce que quand j'aurai dégagé mes drivers, là, j'accepterai de ne pas être parfait et d'être très bien. Je vais vous redonner un truc que je dis souvent. Imaginez, tiens, Françoise. Françoise, tu vas être ma cobaye du jour. Françoise, oui, au lieu de chez. Qu'est-ce que tu manges, Françoise? Ça a l'air bien ce que tu fais. J'arrive pour l'apéro, je te préviens. Donc, typiquement, imaginez Françoise. Françoise, elle est en seconde B au lycée Fénelon de Angers. Et Françoise, bah, on est vendredi et son prof d'histoire lui dit, bon, bah, Françoise, lundi, il y a contrôle sur allez, tout le programme depuis le début de l'année. Bah, Françoise, elle est bien emmerdée parce que ce week-end, tu sais, il y avait l'anniversaire de sa petite sœur. Alors, quand on va lui dire, Françoise, tu viens manger du gâteau, elle fait, ah non, je peux pas, j'ai mon contrôle. Bon. Alors après, ce qui va se passer, c'est une autre personne qui va dire, bon bah Françoise, tu sais, moi je suis ta copine Marie et moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille au cinéma ensemble. Françoise va dire, ah, je peux pas, j'ai un contrôle de géo lundi, laisse tomber, c'est mort, je peux pas, c'est mort. Donc elle va pas voir sa copine Marie. Ah, Françoise, faut que je vous donne, Françoise, tu me permets, hein. Françoise, il y a son amoureux qui s'appelle Kevin. Kevin qui lui a dit, Françoise, moi j'aimerais bien qu'on aille faire un tour derrière les fourrés comme ça, machin, samedi après-midi. Mais Françoise, elle a dit non, samedi après-midi, je peux pas, Kevin. J'ai un contrôle de géographie lundi, puis il faut que j'ai un 20 sur 20, tu te rends pas compte. Et elle, son truc, en plus à Françoise, c'est les fléchettes. Elle adore les fléchettes, elle s'est inscrite aux fléchettes, mais bon, ce jour-là, elle ira pas aux fléchettes parce qu'elle a son contrôle, elle doit le réviser. Qu'est-ce qu'elle va faire, Françoise? Elle va miser tout son week-end pour avoir un 20 sur 20. Elle va passer 10 heures de son week-end pour avoir un 20 sur 20 le lundi à son contrôle de géo. Bien. Françoise, si on lui dit, il y a un truc magique qui s'appelle la loi de Pareto, qui dit que 20% des actions t'apportent 80% de tes résultats. Cette loi de Pareto, quand on l'étudie en profondeur, moi je suis un psychopathe de la loi de Pareto, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment vriller. J'adore ce truc. La loi de Pareto, elle va te dire en substance, si tu passes 20% de tes actions, tu auras 80% de tes résultats. En gros, 20% de ton temps te permettra d'avoir 80% de ta note. Alors, je ne précise pas, mais il faudra faire d'une manière un peu smart, hein, sinon c'est gogol. Ce qu'elle va faire, Françoise, c'est qu'elle va passer 2 heures de son temps dans le week-end pour avoir un 16 sur 20 lundi à son contrôle de géo. Un 16 sur 20, ça s'appelle comment? Bah, ça s'appelle une mention très bien au bac, ma biche. Et ouais. Donc, non seulement elle aura une mention très bien au bac, mais en plus, elle aura vu sa copine Marie, mais en plus, elle aura fait des fléchettes. Bon, je vous raconte pas ce qu'elle a fait avec Kevin derrière les fourrés. Et puis, en plus, ben oui, oui, Françoise, on le sait maintenant. Et en plus, elle aura pu aller à l'anniversaire de sa petite sœur. Elle aura équilibré sa roue du bonheur. Voyez le délire? Donc, il y a un moment donné où toutes ces techniques de gestion du temps de mes deux, elles sont bien si et seulement si vous avez dégommé vos putains de drivers. Sinon, Françoise n'acceptera jamais de faire parfait. OK? Good. On continue. On continue avec
Oula, une grande question. Alors, ça, c'est qui? Boum. Mel. Je m'appelle Mel. Ma question est au prénom de Mel. Salut Mel. Je suis arrêté depuis 9 mois. J'ai récupéré l'énergie. Génial. Tu vois, on arrive dans le orange. J'arrive à sortir du lit. Génial. À être dynamique, faire mes activités. Bah, c'est super ça. Mais je reste toujours extrêmement fatigué. Yes, ça peut arriver. J'ai d'énormes coups de pompe durant la journée. Super. Je suis. Enfin, super. Non, c'est chiant, mais super. Merci de nous l'avoir dit. Je suis toujours pas comme avant. Cet état va durer encore combien de temps? Super. Ben, ça, on va y répondre. Aussi, pour le moment, je reste incapable de reprendre le boulot. Bah oui, c'est normal, car je reste traumatisé par cet épuisement professionnel et l'environnement professionnel malveillant que j'ai subi. Tiens, ça me rappelle un truc, ça. J'étais, comme tu décris souvent, la prise électrique débranchée, tellement sans le savoir, je suis allé au bout, du bout, du bout, du bout. Je sens que mon cerveau est encore trop saturé, je ne pourrai jamais être aussi active professionnellement qu'avant, et je ne veux prendre aucun risque, cette expérience est bien trop douloureuse, ma santé a pris trop cher. Je te remercie. Merci à toi, Mel, pour cette question qu'on va décortiquer. J'ai encore d'énormes coups de pompe dans la journée. Ben ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ici, je vais t'emmener clairement, hein, de toute façon, à te poser une question, à te rapprocher d'un médecin pour te faire des bilans globaux. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi je suis véto, je ne peux pas te le faire, mais tu as des bons médecins qui vont te faire ça. Et il faut vraiment que tu lui demandes une prise de sang complète, complète, complète. Parce que, encore une fois, le burn-out, c'est un déséquilibre physiologique. Ça peut prendre du temps avant de se remettre en place. Donc, première chose, médecin. Deuxième chose, je vais te poser aussi une autre question. Et tu vas voir que ça, c'est un petit peu particulier. C'est purement empirique, mais tu vas l'avoir déjà vécu. Il y a certaines choses dans la vie, même quand on est crevé et qu'on les fait, ça nous met en énergie. Et puis il y a d'autres choses, alors qu'on est en super énergie, quand on les fait, ça nous crève. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Bah, c'est les choses qui nous chauffent, qui nous branchent, qui nous font kiffer. Donc, l'une des questions à se poser aussi, c'est à mon rythme, je dis bien à mon rythme, hein, tu as fait un burn-out il y a 9 mois, c'est pas non plus il y a si longtemps que ça, à mon rythme, qu'est-ce que je peux faire pour mettre un maximum de choses qui me font kiffer dans ma journée et de diminuer au maximum ce qui me draine mon énergie. Pour ça, ça nécessite une chose, ça nécessite d'apprendre à me connaître. Ça nécessite de temps en temps, quand je fais une activité, de me poser une question. Tiens, ça, est-ce que ça me monte en énergie? Ah bah oui, c'est cool. Ou est-ce que ça, broum, ça me plombe en énergie? Et puis régulièrement, ce que je vais faire, bah, c'est je vais en faire justement des choses qui maximisent mon énergie, à mon rythme tranquillement et progressivement. Sans rentrer dans le détail, à chaque fois que tu vas faire des choses qui te montent en énergie, tu vas relarguer tout un système de, je vais pas te dire de médicaments parce que c'est pas des médicaments, mais tout un système de d'hormones notamment, de substances biochimiques à l'intérieur de ton corps qui vont améliorer aussi progressivement ta patate, ton énergie. Donc, on va maximiser ça. Et quand j'ai dit un mot important, j'ai dit à ton rythme. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. Quand j'ai repris le jujitsu, je n'ai pas défoncé tout le monde. J'étais juste content d'être sur le tatami et de faire des roulades, tu vois. Donc, on y va tranquille, progressif et constant. On continue à s'envoyer un maximum de choses comme ça qui nous font kiffer. Ça, c'est vachement important. Alors, par contre, tu me mets un truc, moi, qui m'alerte plus. C'est, je reste incapable de prendre le boulot car je suis traumatisé par cet épuisement professionnel. Là, tu vois, c'est là où je vois que malheureusement, le travail perso n'a pas été fait. Ici, Mel, tu arrives dans un moment de ta vie où justement, tu n'es plus dans le rouge, où tu es dans le orange-jaune même. Tu es, dans le jaune. Tu me dis, tu arrives à récupérer de l'énergie, à être dynamique. C'est le moment de faire un vrai travail sur soi. C'est le moment de faire un vrai travail pour arrêter son cerveau, dégommer ses drivers, apprendre à savoir qui tu es, apprendre à dire stop, apprendre à dire non. Et ça, dans ce que je comprends, bah, ça n'a pas été fait dans ces 9 mois. Parce que tu as encore ce trauma, donc j'imagine que tu anticipes encore, et donc ça génère chez toi des peurs, et donc ça, il va falloir le faire. Je vais te mettre un lien ici, alors bouge pas. Euh, Bouge pas. Je vais essayer de te retrouver ça dans le Stack Ring. Bouge pas. Tac, je vais te mettre un lien ici. C'est un lien avec l'agenda de l'équipe. Et puis, si jamais tu veux prendre rendez-vous, parce que toi, concrètement, tu fais partie des gens avec qui tu peux être sûr et certaine que si on peut t'aider, on le fera avec plaisir. Alors, comment je fais pour envoyer à tout le monde? Et je fais ça comme ça. Bim et bam. Là, je te mets un lien dans le chat. quick-change.net/rdv pour prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. On verra si on peut t'accompagner. Si
tu remplis les conditions, eh ben on te dira bienvenue. Ce qu'on va faire, c'est déjà t'apprendre à arrêter ton cerveau, c'est la base des bases, dégommer tes drivers, apprendre à découvrir qui tu es, apprendre à gérer ton temps. Vous savez, ça arrive en quatrième position, hein. Pas avant, hein. Apprendre à équilibrer ta roue, de l'équilibre. Et puis ensuite, on va t'outiller justement pour tes relations interpersonnelles. C'est une composante qu'il ne faut pas oublier ça. Vous voyez, on a encore quelqu'un qui dit qu'elle a été victime de harcèlement ou qu'elle a été victime de malveillance. Souvent, vous remarquerez, hein, si je veux être 100% honnête avec vous, je répète, bien sûr qu'il y a des gens malveillants, bien sûr qu'il y a des gens qui sont des harceleurs. Mais très souvent, c'est juste, j'ai pas appris à me défendre. J'ai pas appris à me défendre. Et si je l'outille la personne par des outils rhétoriques, par des outils de gestion de l'angoisse, de gestion des peurs sociales, à prendre sa place, à oser demander une augmentation, etc., elle me dira plus, j'ai pas été reconnu et donc c'est ce qui est tombé, fait que je suis tombé en burn-out. Ok. La panoplie complète, à mon sens, pour faire en sorte qu'une personne ne retombe pas dans le burn-out, bah, c'est justement aussi de lui donner ces outils, cet art martial interpersonnel pour être capable de dire stop, là, ça marche pas ça. Ça marchera pas avec moi. Je continue. Mel, tili, tili. Oui, donc ça, ok, c'est good pour toi. Ou très très long pour toi. Allez, on a une métaphore, c'est reparti. C'est notre ami Benoît qui m'a reposé une question. T'as vu Benoît? C'est vraiment parce que c'est toi, hein, je l'ai repris cette question. Benoît nous dit, dans un environnement professionnel tel que le mien, dans lequel je suis en souffrance, que dois-je dire? Considérons un verre avec de l'eau. Je parle du verre partie pleine et que ça, ou je parle du verre partie vide? Tu parles des deux, Benoît. Tu parles des deux. Tu ne dois pas cacher ce que tu vois. C'est être fort de dire il y a des choses qui ne vont pas. C'est prendre sa place que de dire il y a des choses qui ne me vont pas. C'est prendre sa place que d'apprendre justement à dire à quelqu'un ses points forts, mais aussi les points sur lesquels il aimerait recevoir plus de feedback, avoir certaines améliorations. Ça, tu peux t'inspirer de la communication non violente là-dessus. Il y a pas mal d'écrits hein, sur ce sujet qui sont plutôt pas mal. Thomas d'Ansembourg est plutôt très bon dans ses écrits là-dessus, pour apprendre simplement à communiquer les choses. Si tu caches ce qui ne va pas, ce qui va se passer, Benoît, c'est que tu vas prendre sur toi. Tu vas faire en sorte que ton rafio en bois, bah, il éclate encore un peu plus. Si tu dis les choses, tu apprends à prendre ta place. Tu apprends à être, bah ouais, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Le monde n'est pas ni blanc ni noir, il est les deux en fait. Il est gris, il y en a 50 nuances de gris. Hein, Françoise? Donc, tu vas t'apercevoir, oui, bah Françoise, elle le sait. Donc, tu vas t'apercevoir justement que tu dois apprendre à dire les choses. Tu dois apprendre à prendre ta place. OK? Vachement important ça. Ensuite, on continue. Plus généralement, souvent, je voudrais dire à ma chef ce qu'il serait bon qu'elle fasse. Parfois, il s'agit de choses élémentaires. Alors, cette phrase, j'aime pas. Parce que tu vas te faire démonter si tu fais ça. J'aimerais dire à ma chef ce qu'il serait bon qu'elle fasse. Chef, vous devriez faire ça. Personne au monde, à moins les grosses personnes qui ont une grosse peur de la soumission à l'autorité, personne au monde n'acceptera ça sans se défendre, sans faire une résistance. L'une des premières choses qu'on apprend en coaching, quand on apprend à devenir coach et qu'on apprend quand on forme les coachs, c'est je ne sais pas mieux que quelqu'un ce qui est bon pour lui et je ne peux pas lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donner un conseil à quelqu'un, c'est se positionner comme je sais mieux que toi, donc générer une résistance chez l'autre. Donc si tu dis à ta chef tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu vas te faire déglinguer mon chéri. Donc ce que tu vas faire à la place, c'est que tu vas exprimer ton besoin, chose que tu n'as pas forcément l'habitude de faire. Non pas vous devriez faire ça, mais j'ai besoin de ça en fait. Est-ce qu'il est possible qu'on trouve un accord pour pouvoir s'entendre là-dessus? Tu vois, ça c'est une manière en communication non violente d'exprimer qui tu es. Exprimer son besoin, ça rentre complètement dans la composante de la communication non violente. Si je devais schématiser la communication non violente d'une manière très simple, c'est j'exprime mon émotion, j'exprime mon besoin. C'est tout. Je me sens mal à l'aise parce que je ne me sens, je peux me tromper, hein, mais je ne me sens pas écouté. J'aurais besoin de me sentir plus écouté. Et pour ça, j'ai plusieurs propositions. L'une des premières, ça serait parfois d'entendre que vous soulignez les côtés positifs de mon travail. Bim, tu vois, si tu le dis comme ça,
Je pense qu'elle sera beaucoup plus à même que si tu dis, elle sera beaucoup plus à même de recevoir le feedback que si tu dis, chef, vous devriez me complimenter quand je fais des choses bien. Là, elle n'entendra pas. Là, elle va se dire, c'est qui celui-là? OK? Donc ça, c'est vachement important. Voyez la communication interpersonnelle, hein. On n'y pense pas, hein. Mais c'est vraiment pas évident, hein. C'est pas un truc avec lequel on arrive au monde. On apprend plein d'inhibitions quand on arrive au monde. On nous dit tu dois pas prendre ta place, tu dois pas dire ça, tu dois pas demander. C'est pas poli de demander, il faut pas. Ouais, bah super. Quand on arrive à l'âge adulte, on ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas demander, et ça génère de la frustration. Donc apprendre à demander, apprendre à exprimer son besoin, ça rentre totalement dans la composante de rémission complète du burn-out, troisième mois du quick change. Pas avant. Alors, mais on la voit jamais dans le bureau, juste pour prendre la température, et en général, elle dit rien sur les efforts réalisés. Bon, bah voilà, c'était ça, ce que je voulais te dire, Benoît. Bref, par rapport à tout ce que moi je considère comme des manquements nombreux et graves, que faire? Ben voilà, en fait, c'est ça. Lui dire ce que tu ressens. Lui dire, chef, je me sens mal parce que. euh, Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens de la tristesse, tu ressens de la colère, tu ressens de la frustration. Qu'est-ce que tu ressens? Tu peux lui exprimer avec un atténuateur. L'atténuateur, c'est quoi? C'est dire, c'est juste ma façon de voir le monde. Peut-être je peux me tromper. Peut-être je peux me tromper est un atténuateur. Je me sens légèrement mal à l'aise parce que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que je fais plein de choses qui sont bien. Et encore une fois, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ces choses bien, vous ne les voyez pas. Quand tu dis vous ne les voyez pas, tu définis son univers à ses places. Peut-être qu'elle les voit. Tu peux pas lui dire vous ne les voyez pas. Quand tu fais ça, tu fais ce qu'on appelle en psycho une projection. En revanche, tu peux lui dire j'ai l'impression que, mais je peux me tromper, que vous ne les voyez pas. Tu vois comme c'est atténué, comme c'est beaucoup plus facile à entendre quand tu dis ça. Donc voilà. Alors après, je veux retirer la paille dans l'œil de mon prochain et je ne vois pas la poudre dans mon œil. Bah, c'est complètement ça en fait. L'idée, c'est pas de transformer l'autre, c'est d'exprimer ton besoin. Je pense vraiment une chose. Et c'est un coach qui vous parle. Je pense que transformer quelqu'un qui n'a pas envie d'être transformé, tu peux toujours siffler. Je pense que la seule et unique façon d'amener du changement chez l'autre, même s'il n'a pas envie d'être changé, c'est de toi changer. Je pense que je suis responsable dans mon interaction à l'autre de comment l'autre va me traiter. Si moi je le change, si moi j'apprends à dire non, est-ce que l'autre va encore me traiter comme avant? Si moi j'apprends à dire non sans déclencher chez lui de la colère, de la fureur qui fait qu'il va me mettre au placard, c'est mieux ça encore, hein. Si moi j'apprends à prendre ma place et à demander, c'est pas mieux ça? Je pense que l'autre apprendra progressivement à faire en sorte de modifier sa communication qu'il a avec moi. Alors oui, tu dois dire, mais oui, tu dois apprendre la manière de le dire. Je t'invite vraiment à regarder la communication non violente. Nous, on a une forme de communication non violente, j'ai appelé ça la communication ericksonienne, parce qu'elle est imprégnée de communication non violente et de communication ericksonienne qui vient de l'hypnose ericksonienne, l'hypnose sans transe et tout ce que tu veux. Mais rien qu'avec la communication non violente, déjà Benoît, bah, tu devrais pouvoir t'en sortir. Et après, tu me dis quelque chose de très juste. Tu me dis, bref, devant une situation que je vis difficilement, devant une chef, je voudrais qu'elle fonctionne autrement, qu'elle n'écrive pas de mail la nuit ou le week-end, qu'elle nous parle un peu plus. Exprime-lui simplement. C'est pas, si tu lui exprimes en la pointant du doigt, elle va mal le prendre. Si tu lui exprimes en disant ce que toi tu ressens. Chef, moi je me sens mal quand je reçois un de vos mails le week-end parce que j'ai l'impression que je peux me tromper, mais que ça m'empêche de me déconnecter. J'ai l'impression, et là, elle te dira oui, vous pouvez déconnecter. Moi, j'envoie le week-end parce que je suis insomniaque, j'envoie la nuit parce que j'ai pas de mec, et j'envoie et donc j'arrive pas à dormir et que c'est comme ça et que je vais. Tu ne sais pas les raisons pourquoi elle fait ça. Projeter les raisons en disant elle fait ça parce qu'elle veut me harceler, me machin, j'en sais rien en fait. Si je veux être très factuel, elle envoie des mails le week-end, elle envoie des mails la nuit. Tu peux juste lui dire que ce mode de communication elle te met légèrement mal à l'aise. Tu peux juste lui dire que tu aurais besoin d'un peu plus de communication en dehors du mail qui peut prêter à confusion parfois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu peux arriver tranquillement, progressivement, régulièrement à la faire changer. Ne t'attends pas à un miracle. Encore une fois, si tu fais dépendre ton objectif de quelqu'un d'autre, ne t'attends pas à un miracle. Les objectifs qui vont changer, c'est les objectifs sur lesquels nous, on a un levier d'action. Si ça dépend de quelqu'un d'autre, bon, la seule chose que je peux changer, c'est moi-même et ma communication à l'autre. OK? Mais tu me dis justement, qui suis-je moi pour en juger? Bah, c'est exactement ça en fait. On ne sait pas pourquoi elle fait ça. Tout ce que je sais, c'est que moi, ça me dérange. Tout ce que je sais, c'est que moi, ça me dérange parce que je me sens obligé de lui répondre, parce que je me sens encore dedans, parce que quand je vois ça, je n'arrive pas à couper. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, chef,
pour que ça n'arrive plus, pour que j'ai l'impression que ce que je fais, ça soit OK pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trouvons une solution ensemble. Je ne suis pas un petit garçon, vous n'êtes pas ma maman. On est deux professionnels. Je vends ma compétence au service de mon entreprise. Vous vendez votre compétence de manager et nous, on travaille ensemble pour trouver la solution qui va bien. OK? Est-ce qu'il est mieux de se barrer quand ça va pas? Non, super pas. Non, on ne se barre pas quand ça va pas. Sinon, on fait un évitement. Ah oui, ben, je vous donne la suite de tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on a peur, on fait quoi? On évite la situation, on s'enfuit, on demande à quelqu'un de faire à notre place. Alors, je ne sais pas qui m'envoie des petits cœurs, mais je vous remercie. Merci, ça fait plaisir. Donc, ça, c'est sur Instagram, on m'envoie des petits cœurs. Donc, quand vous vous enfuyez, quand vous demandez à quelqu'un de faire à votre place, la peur, elle augmente en fait. Donc, tu as peur de la confrontation, ou peut-être c'est pas chez toi la peur de la confrontation, Benoît, c'est plus la peur de prendre ta place. Eh ben, elle va être transférée ailleurs dans ton autre boulot et ça va grossir en fait. C'est une phrase, alors c'est très logique, hein, mais à chaque fois que je n'affronte pas ma peur, elle grossit. Voilà. Donc apprendre à prendre ma place, apprendre à contrôler mon cerveau pour qu'il arrête d'anticiper, apprendre à maîtriser mon émotion. Je ne vais pas annuler mon émotion. Mon émotion, elle est importante. Mon émotion, c'est un message que mon inconscient m'envoie. Tout ça, ça va être utile. Mais ensuite, je vais apprendre à m'exprimer, à dire les choses aux gens clairement pour prendre ma place. OK? Tu me dis, c'est comme dans le mariage ou la vie de couple, est-ce qu'il est mieux de se barrer quand on souffre? Ouais, ça dépend. Si on a exprimé les choses et que d'une part et d'autre, les choses n'ont pas été entendues, que ça peut plus être entendu et que ça me cause de la souffrance, là, je te dirais oui. Oui, je m'en vais. Mais là, je me sauve pas. C'est pas un évitement. C'est je choisis délibérément de briser, de quitter cette relation parce que cette relation ne me va pas. C'est pas je m'enfuis alors que je n'ai pas exprimé mon besoin. Tu vois, ça c'est complètement différent. Est-il possible d'essayer de changer les autres? Vous vous souvenez, je ne change pas les autres. C'est comme on me demande souvent, alors là je vais vous choquer, hein. On me demande souvent dans les interviews, Théo, qu'est-ce qu'on doit dire à une personne qui va entrer en burn-out? Malheureusement, dans la plupart des cas, une personne qui va entrer dans le burn-out, étant donné qu'elle a le driver soit fort, on peut rien lui dire, elle ne l'entendra pas. On n'aide pas quelqu'un qui ne demande pas d'aide. On ne change pas quelqu'un qui ne demande pas d'aide à être changé. Tout ce que je peux faire, c'est me changer moi et donc la relation interpersonnelle va être modifiée. Si j'ai dit oui, dit oui, dit oui à tout pendant des années, que du jour au lendemain je dis non avec les formes que j'ai appris à faire, pas la relation elle va se modifier. Mais si du jour au lendemain, je continue à dire oui, je vais me dire, ouais, ma chef, elle est méchante, elle est maltraitante, et puis de toute façon, je ne suis pas Calimero. Je ne suis pas une victime. Je suis quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, et pour ça, je vais peut-être apprendre cette chose que je ne connais pas, qui est des techniques de communication interpersonnelle fortes, tu vois? Et prendre ma place. Ça, c'était une réponse complète, hein, non dit Joe, hein. J'espère que ça vous a parlé. Good. Alors, ça va pour tout le monde? Ouais, à peu près. Cool. Bien. Je vous ai pas fait saigner les oreilles? Ça va à peu près? J'ai pas été trop bourrin? Ça va à peu près? Bon, ok. Je vais prendre une dernière question que j'ai vue dans le chat et qui me plaît vachement, qui est la différence entre l'ikigai et le bilan d'appétence? Le bilan d'appétence est un système éprouvé qui va t'amener à trouver ton ikigai. Ah, mais c'est quoi l'ikigai? Eh ben, l'ikigai, c'est quoi? C'est le point de convergence entre ce que tu aimes faire, entre tes talents, ce que tu fais spontanément, tes talents, tes passions et ce que j'appellerais ta mission de vie. C'est un mélange entre ce que tu aimes faire, entre ce que tu sais faire, entre ce qui fait sens pour toi et aussi, on a une partie pécuniaire dans l'ikigai, ce pourquoi tu peux être payé. Moi, typiquement, coach, c'est mon ikigai. Moi, ma mission de vie, c'est faire en sorte que plus personne ne soit malade du burn-out, mais au-delà de ça, hein, des trucs qu'il a entendus dans son enfance. C'est une vraie mission pour moi. C'est ma passion, c'est le cerveau humain, les découvertes sur la psycho, les découvertes sur le coaching. C'est ma vraie passion. Je suis rétribué pour ça et j'adore en plus transmettre tout ça. Ça, c'est mon ikigai. Comment on trouve son ikigai? Ça, c'est une autre question. On la trouve par un bilan d'appétence. Alors, je ne connais pas tous les organismes de bilan d'appétence et ce qu'ils font, etc., etc. et machin. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce qu'on fait à l'intérieur du Quick Change. À l'intérieur du Quick Change, pour trouver notre appétence, la première chose qu'on va faire,
C'est apprendre à être qui on est sans ces putains d'injonctions de je dois être parfait, je dois être fort et je dois faire plaisir à tout le monde. Tant qu'on n'a pas dégommé ça, je peux vous dire, mais je le redis, hein, tant qu'on n'a pas dégommé ça, les réponses aux questions de bilan d'appétence seront teintées de ces choses de votre enfance. Votre inconscient va beaucoup plus vite que votre conscient. Avant même de donner la réponse, vous aurez déjà tout un préformatage qui vous vient de cette éducation qui va arriver à votre esprit. Donc la première chose qu'on fait, on dégage ça. Et ensuite, on va vous amener à travers différents outils à affiner, 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 affiner. Je suis qui? Je suis qui? Je suis qui? On va utiliser des outils qui nous viennent de la PNL avec la méthode de la pyramide de Diels revisitée parce que je trouve que la méthode de la pyramide de Diels, elle a des grosses limites. Et à mon sens, elle est très bien, mais il y a une connerie quand elle est faite de manière brute de pomme. Et on l'a vraiment retravaillé, la méthode de la pyramide de Diels. On a le système des valeurs. Et ça, un système de valeurs, alors, tous les coachs vont vous trouver un système de valeurs. On a créé le nôtre avec des systèmes de valeurs à la De Martini et pas que. Et c'est à travers tout un processus qui fait que la personne va se transformer, qu'elle va enlever des couches, les couches de tiens, je dois plaire à ceci, je dois plaire à cela, je dois plaire à machin, à se découvrir en profondeur et à accueillir cette personne qu'elle est devenue. Ça, c'est notre process à nous. Alors, c'est pas un process où je vais te dire, bah, je vais te mettre devant une grille et je vais te poser des questions et puis tu vas me répondre. Non, ça, c'est de la connerie pour moi. Nous, le process, il va être vraiment un process en profondeur où on va aller malaxer, malaxer, malaxer la personne pour qu'elle, j'allais dire pour qu'elle éclose. Mais c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, la Françoise de demain ne sera pas la même que la Françoise d'aujourd'hui. Elle est en process. Elle est en process, tu vois, elle est en train de cuire, Françoise. Donc, on enlève les couches tranquillement de tous les trucs qu'elle a accumulés pendant ces années. Hop là, et d'un coup, elle va se relever et elle va être punk. Parce que c'est ça son truc, c'est d'être punk. Ouais, regarde. Et ben, c'est typiquement ça, en fait, ce qu'on va amener les gens à faire. C'est être capable d'être un rebelle, d'être capable d'être atypique. Vous savez que moi, alors, je fais beaucoup, beaucoup de confs. Et à chaque fois, les gens, quand je passe, ils me disent, t'es atypique, t'es atypique, t'es atypique. Je suis pas atypique, en fait. J'en ai rien à foutre de plaire aux autres. J'en ai rien à foutre de plaire aux autres. Je suis dans ma vérité. Tant que je fais pas de mal, ça me va. Je dis pas des choses consensuelles. Et ben, c'est pas grave. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Je sais qui je suis, pourquoi je le fais, parce que justement, j'ai travaillé ça. Parce que je l'ai travaillé très fort et très en profondeur et que je l'ai transmis. Donc, ça m'a permis d'encore mieux le comprendre, ce truc-là. Et voilà comment on trouve son Ikigai. Ça roule cool. Ladies and gentlemen, on souhaite se retrouver dans un mois. D'ici là, je vais mettre mes couleurs bleu, blanc, rouge d'un côté, noir, jaune et rouge, parce que j'ai un petit peu de sang belge et ça se sent quand même dans mes conneries que je vous raconte. J'ai un petit peu de sang belge dans les veines et on va aller se boire une bière et un verre de vin rouge parce qu'on est complètement schizo, mais avec modération parce qu'il ne faut pas déconner. Et je vous retrouve dans un mois. C'était un réel plaisir de vous avoir retrouvé. Pour tous ceux qui sont dans le Quick Change, retrouve mercredi pour les questions à Tonton Théo. On va justement creuser cette pyramide de deals et on va la malaxer, on va la retourner dans tous les sens. Pour les autres, je vous remets le lien ici si ça vous branche de revenir nous joindre et faire les fous avec nous. Hop, c'est là, quick-change.net. Vous prenez rendez-vous, vous avez un de nos coachs au téléphone. On va vous poser plein de questions sur bah, où est-ce que vous en êtes dans votre burn-out, etc. Pour les amis d'Instagram, le lien c'est quick-change.net/RDV. Bah, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Alors, je mets fin à la réunion.